allez bien ma team YouTube. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo qui m'a extrêmement été demandée puisqu'il s'agit d'une nouvelle histoire d'horreur. Alors comme d'habitude on va être dans une ambiance un peu plus sombre, je vais m'efforcer d'avoir la voix un petit peu plus posée et de ne pas crier de partout comme d'habitude. Et pour l'histoire d'aujourd'hui j'ai décidé de vous laisser choisir de qui et de quoi on allait parler sur Instagram. D'ores et déjà n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Instagram, comme ça si vous voulez participer à la prochaine histoire, vous pourrez. N'oubliez pas non plus de laisser un maximum de pouces vers le haut pour plus d'histoires d'horreur sur ma chaîne. Je me suis mis en tête que j'allais essayer d'en faire au moins une par mois, mais si je vois que c'est un truc que vous voulez voir plus souvent grâce aux likes et aux abonnements et à vos commentaires aussi parce que je les lis tous, et bien je m'y mettrai encore plus. C'est le genre de vidéo que j'adore regarder dans mon lit, dans le noir, tranquillement. Donc si c'est le cas pour vous, j'espère que vous êtes confortablement installés. Sur Instagram, vous avez été des milliers à me demander de parler de l'affaire du pont de Ligonnès. Et j'ai trouvé ça bien trop cool que vous me suggériez de parler de cette affaire, puisqu'il faut savoir que je suis une énorme fan de cette histoire. Alors oui, il y en a qui vont peut-être trouver ça glauque ou bizarre de dire qu'on est fan de tragédies de ce genre, mais c'est le cas et j'en ai pas honte. Et cette histoire, je pense que vous êtes un grand nombre à la connaître, mais vous ne connaissez peut-être pas tous les détails. On en a entendu parler il y a quelques mois et c'était vraiment la folie dans les médias. On va tout retracer ensemble. On va d'abord parler de l'histoire, de ce qui s'est passé. On va voir le avant, on va voir le après. On va aussi parler des théories que les gens ont. Et j'ai aussi fait une petite partie voyance, puisque dans ce genre d'affaires, je trouve ça intéressant d'avoir un peu des avis de médiums. Donc je suis allée faire des petites recherches, j'ai fait des tours sur des forums, etc. Et je vous dirai ce qu'il en est. Cette affaire, je la connais par cœur, vous allez voir, c'est pas non plus une histoire qui fait peur. Comme ma dernière vidéo, c'est plutôt de l'énigme. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? À l'heure actuelle, cette affaire n'est pas résolue, on n'a pas le fin mot de l'histoire, on ne sait pas, mais j'ai quand même 4 pages de notes, donc on va commencer. Donc cette histoire, elle commence dans un quartier aisé de Nantes, en Loire-Atlantique, et en fait on va parler de la famille de Ligonnès. C'est une famille qui est composée d'un couple, Xavier et Agnès, qui sont mariés depuis maintenant plus de 30 ans, et leurs 4 enfants. Donc on a Arthur qui a 20 ans, qui est l'aîné, et qui lui par contre est né d'un autre père. Son père, ça n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès, mais celui-ci l'a reconnu, il l'a adopté quand il était plus petit. Ensuite on a Thomas qui a 18 ans, il y a Anne qui a 16 ans, et le dernier s'appelle Benoît et il a 13 ans. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même une famille qu'on peut appeler nombreuse. Il y a quand même 4 enfants, ils sont 6 à la maison. En plus de ça, ils ont 2 chiens, 2 labradors. Ça fait une jolie famille, ils sont dans une belle maison à Nantes, qui est située dans un quartier un petit peu résidentiel. Ils sont bien, en tout cas ils sont pas dans le besoin, et en apparence c'est vraiment la petite famille parfaite. Xavier et Agnès, ils sont tous les deux nés dans un milieu assez aisé aussi, hein. Ils ont jamais manqué d'argent, et il faut savoir que quand ils étaient plus jeunes, quand ils se sont rencontrés, ils se sont mis ensemble, et puis malheureusement ils se séparent, et quelques mois plus tard ils se retrouvent et Agnès est enceinte, mais pas de Xavier. Et donc là Xavier est un peu face à un dilemme, c'est soit il continue son histoire d'amour avec Agnès et du coup il élève l'enfant d'un autre, ou alors il passe son chemin. Vu la famille, vous l'aurez compris, il a décidé de rester avec Agnès et d'adopter le petit, donc c'était Arthur. Mais c'est vrai qu'à l'époque c'est un truc qui se faisait pas encore trop, le fait qu'un homme élève l'enfant de quelqu'un d'autre, etc. C'est vrai que tout le monde un petit peu dans son entourage était soit choqué ou soit le trouvait très courageux de prendre une femme qui était déjà enceinte, etc., etc. Bref, de ce que disent les gens, Agnès elle est assez discrète, elle est un petit peu en retrait, mais apparemment c'est une femme qui est aussi très classe. Elle travaille, elle est surveillante dans une école, et à côté de ça elle enseigne aussi le catéchisme, puisque elle vient d'une famille et sa propre famille est très croyante. Ils vont à la messe tous les dimanches, vraiment ils sont croyants, pratiquants à fond, et ça fait vraiment partie des fondations de son couple avec Xavier et aussi des fondations de sa famille. Xavier lui c'est un père qui est très affectueux et selon tout le monde il est très serviable. Il a plusieurs entreprises, mais concernant son travail ça a toujours été assez flou, que ce soit pour sa femme, que ce soit pour ses enfants, que ce soit pour leurs amis, en fait pour tout le monde, personne ne sait vraiment ce qu'il fait exactement. Il se dit commercial, ça reste assez vague, on sait pas vraiment ce qu'il fait. Il ouvre des entreprises, il en ferme, il en rouvre, il en ferme. J'avoue que j'ai un peu du mal à saisir comment tout son entourage n'a jamais pu se dire ben donne-nous des détails, qu'est-ce que tu fais vraiment en fait de tes journées. Parce que des fois il pouvait disparaître pendant 3 semaines, donner des nouvelles mais ne pas dire ce qu'il faisait et puis revenir. Je trouve ça déjà un petit peu étrange. Avant que le drame ne se passe, Xavier il dépose un petit peu le bilan de ses entreprises, il est vraiment en train de faire faillite de partout. Il a des déficits et des dettes horribles, il emprunte de l'argent à ses proches, puis il emprunte de l'argent à d'autres personnes et du coup il rembourse ses proches. Ça commence un petit peu à devenir un cercle vicieux au niveau de l'argent, il se retrouve vraiment à court tout en sachant qu'il a ouvert des entreprises avec l'argent d'un héritage touché par Agnès, donc il a même pris l'argent de sa femme pour ses entreprises et au final tout se casse un petit peu la figure. Même si d'apparence c'est une famille qui est très soudée, très aimante, etc. En vrai, derrière les portes, ça se passait pas si bien que ça. En fait le couple il allait pas très bien, ils se sont même séparés plus de 6 mois en 2004 et pendant l'enquête après le drame, les enquêteurs se sont rendus compte que Agnès en parlait même sur des forums sur internet, sur Doctissimo notamment, et elle demandait des conseils aux gens parce qu'elle disait qu'elle manquait d'amour, qu'elle manquait de relations charnelles, et elle disait aussi qu'elle entretenait des relations virtuelles avec d'autres hommes parce que voilà ça lui
faisait du bien de se sentir jolie, de se sentir désirée. Et je me dis que comme il y a quand même un énorme côté religieux dans cette famille, peut-être qu'elle a pas voulu divorcer et puis peut-être aussi qu'elle voulait tout simplement sauver son mariage. Xavier lui il a aussi eu plusieurs maîtresses, alors ça on ne sait pas si Agnès l'a su un jour ou pas parce qu'ils s'en sont rendus compte pendant l'enquête, donc on saura malheureusement jamais si les gens étaient au courant. En tout cas il a vu plusieurs femmes et d'ailleurs après le drame il y a une femme qui s'est présentée aux enquêteurs pour dire bon bah voilà moi je suis une de ses maîtresses et je lui ai prêté 50 000 € et j'ai jamais revu cet argent. Donc, encore une fois il y a des histoires d'argent et Xavier en fait c'était un charmeur aussi, ses amis le décrivent comme ça. Il était un petit peu séducteur, c'était pas un homme qui était moche non plus, il savait parler aux femmes et du coup on soupçonne qu'il ait emprunté de l'argent à pratiquement toutes ses maîtresses mais que celles-ci ne se sont pas déclarées, peut-être parce que soit elles avaient honte, soit elles étaient mariées. On commence à se rapprocher malheureusement de la date fatidique. En janvier 2011, Xavier perd son père et en fait cette mort là, sa sœur, la sœur de Xavier, on va en reparler après de sa famille, mais sa sœur dit qu'il l'a pas mal vécu, il a très bien vécu la mort de son père etc. C'est bien la seule à dire ça puisque tout le reste de l'entourage dit que c'est à partir de ce moment là que Xavier est devenu un petit peu bizarre, il aurait vraiment très mal vécu la mort de son père. Et pendant la passation, les rendez-vous etc. pour l'héritage du père, sa sœur encore une fois, alors elle dit qu'il a pas mal vécu le décès de son père mais en même temps elle dit ça, vous allez voir c'est bizarre, elle dit qu'elle avait un peu l'impression que Xavier lui faisait ses adieux. Le 12 mars 2011, Xavier achète des cartouches et un silencieux pour une carabine. C'est une carabine que lui a donné son père avant de mourir il me semble, ou alors c'est ce qu'il a eu en héritage, en tout cas c'était la carabine de son père et il achète tout ça avec des sacs poubelles aussi et puis il paye tout par carte bleue. Un peu avant ça aussi, Xavier il s'est mis au tir, il lui prend beaucoup de cours de tir, il s'en cache pas non plus, je crois même qu'il a obtenu une espèce de certificat ou un permis. Parfois il y emmenait ses enfants, c'est comme si s'était découvert une espèce de passion en fait pour le tir. Le 1er avril 2011, Arthur, donc qui est le plus grand des enfants, ne va pas chercher son salaire à la pizzeria parce qu'il travaille dans une pizzeria et il va pas chercher son chèque. Le patron trouve ça assez étrange parce que Arthur n'a jamais loupé ce genre de rendez-vous, qui ne va pas chercher son salaire. Et en attendant la même journée, Xavier achète du ciment, des pelles, du matériel pour du jardinage, du bricolage, etc. Le 2 avril 2011, Xavier achète 40 kilos, donc 4 x 10 kilos de chaux vive, toujours avec un paiement par carte bancaire. Et la chaux vive, comment vous expliquer, c'est une espèce de matière qui est connue pour être très abrasive, très dangereuse, faut vraiment pas que ça te touche la peau parce que ça ronge tout en fait, tout simplement. Le 3 avril, il y a des voisins qui voient le couple, donc Agnès et Xavier, transporter des choses de la maison à la voiture. Et puis la journée se passe et le soir, la famille va au cinéma. Ensuite, ils se font un petit restaurant tous ensemble. Toujours ce soir-là, Xavier appelle sa sœur ne répond pas, elle doit sûrement être occupée à faire autre chose. Et du coup, il lui laisse un message sur le répondeur, message vocal que je vais vous faire écouter maintenant. On était à Pinoche en famille et au restaurant ensuite dimanche soir et on rentre juste. Donc je t'ai envoyé un petit truc pour te demander si c'était trop tard pour le téléphone et puis là je vois que t'es sur ton répondeur. Voilà, je t'embrasse. Si c'est pas trop tard, tu me redites ou tu m'envoies un petit SMS et là je vais coucher les enfants, dire bonsoir à tout le monde. À tout de suite, peut-être. Rien d'alarmant, un Xavier totalement apaisé et calme, qui est content de sa soirée en famille et qui va tout simplement aller coucher les enfants. Quand tu connais la suite, dire cette phrase, c'est terrible. Le 4 avril, les enfants ne vont pas à l'école. Apparemment, ils sont malades. En tout cas, les écoles ont eu cette justification-là de Xavier. Les enfants peuvent pas venir, ils sont malades. Quant à Arthur, il peut pas venir parce que, soi-disant, il aurait eu un accident de scooter. Agnès, elle qui est donc assistante de vie scolaire dans une école, n'y va pas non plus. Et c'est très bizarre pour son patron parce que, normalement, elle rate pas le travail. C'est quelqu'un qui est vraiment passionnée par ce qu'elle fait, elle adore les enfants et elle loupe jamais le boulot en fait. Dans la matinée, son patron reçoit un appel de Xavier qui lui dit que Agnès est très malade. La même journée, Xavier il va au restaurant avec son fils Thomas parce que Thomas ne vit pas avec la famille, j'ai oublié de vous le dire. Il étudie à Angers et du coup il vivait à Saint-Aubin. Et donc ce soir-là, Xavier et Thomas se font un petit resto tous les deux et puis au bout d'un moment, ils doivent partir parce que Thomas commence à se sentir mal, il se sent pas très bien. Ils écourtent un peu la soirée et ils rentrent. Dans la nuit du 4 au 5 avril, il y a les deux labradors de la famille qui se font assez entendre, ils aboient beaucoup, limite s'ils hurlent pas à la mort, et puis d'un coup c'est le silence et on ne les entendra plus. Le 5, Xavier il envoie un SMS à Thomas, Thomas qui est donc pas dans la maison familiale, pour lui dire que sa mère Agnès a eu un petit accident de vélo et que ça serait bien qu'il rentre. Et pour la suite de la chronologie, on la reprendra plus tard puisque maintenant je vais vous expliquer quand même le drame. Quelques jours passent et la maison est un petit peu sans mouvement, les volets sont fermés, on n'entend plus de bruit, il se passe vraiment plus rien et ça commence un petit peu à inquiéter le voisinage parce
parce que encore une fois c'est une famille nombreuse qui est dans une maison vraiment côté rue, et normalement il y a toujours du mouvement. En plus de ça, les voisines d'Agnès savent que Agnès laisse pratiquement toujours ouvert les volets, et là ils sont fermés depuis un petit moment. Donc il y a une des voisines qui va appeler la police et qui va faire part de ses inquiétudes, qui va dire écoutez, il y a toute une famille qu'on ne voit plus, la maison est fermée, c'est assez bizarre, est-ce que vous pourriez passer? Pendant ce temps-là, le Facebook des enfants, leurs réseaux sociaux, etc., tout est inactif. Le 13 avril à 14h, la police elle va aller dans la maison une première fois pour faire un tour des lieux. Tout est propre dans la maison, tout est vraiment nickel. Ça ressemble à un déménagement, il n'y a plus les draps sur les lits, il n'y a plus les vêtements dans les penderies. Après 5 visites au domicile de la famille par la police, donc ils sont venus quand même le 13, le 15, le 18, le 20 et le 21. Et après un stress assez intense parce que entre temps, pendant que ces jours-là se sont passés, on parlait quand même de la disparition de toute une famille. Malheureusement, sous la terrasse, dans le jardin, la police retrouve 5 corps. On retrouve les cadavres des 2 chiens avec les 5 corps humains. La manière de les avoir enterrés, c'est assez spécial, vous allez voir, puisque chaque corps a la tête contre un oreiller. Ensuite, le corps est enroulé dans un drap, puis au-dessus du drap, on trouve un sac de couchage, et après le sac de couchage, on a un sac plastique entouré de scotch. Et par-dessus tout ça, les corps sont recouverts de chaux vive. C'est la matière qui est abrasive et qui, dans ce genre de cas, dans les cas criminels, etc., c'est utilisé pour que les odeurs n'émanent pas, qu'on ne sente pas la décomposition en fait des corps, et en même temps ça va permettre de faire en sorte que le corps se décompose plus vite. Il y a des experts qui trouvent que ça fait très cocon, ça fait vraiment comme si on voulait quand même les protéger malgré le fait qu'ils soient morts et qu'on voulait qu'ils soient bien. Chaque cadavre avait une effigie religieuse enterrée avec elle, donc il y en a qui avaient la Vierge, il y en a qui avaient des chapelets et il y en a qui avaient des colombes. Les corps malheureusement retrouvés sont ceux d'Agnès et des 4 enfants. Vous l'aurez compris, Xavier est aux abonnés absents. Il n'y a pas son corps enterré sous la terrasse ni vivant dans la maison. Ça commence à faire de lui le suspect numéro 1. Je vais retourner sur ma petite frise chronologique pour vous expliquer ce qui s'est potentiellement passé après que Thomas ait reçu un SMS de son père lui disant que sa mère avait eu un accident de vélo. On va en reparler quand je vous expliquerai les rapports d'autopsie, mais donc si vous avez suivi un petit peu, les meurtres ont sûrement eu lieu dans la nuit du 3 au 4 avril. Et pour vous resituer, le 3 c'est la soirée où ils ont fait cinéma plus restaurant en famille, et le 4 c'est la journée où personne ne va à l'école, personne ne va travailler. Le premier élément qui permet de penser que les meurtres ont eu lieu du 3 au 4, vers 3h30 du matin, c'est que Agnès elle avait un souci d'apnée du sommeil, et du coup elle avait un appareil qui était relié à son doigt toutes les nuits pour surveiller un petit peu son sommeil, et en fait ça enregistre toute sa respiration, et l'appareil s'arrête dans la nuit du 3 au 4 à 3h30 du matin. Quand on découvre les corps et qu'une enquête s'ouvre, il y a forcément plusieurs témoignages, dont celui d'un voisin qui dit avoir vu Xavier le 7 avril, soit 3 jours après les meurtres, faire des allers-retours entre la maison et sa voiture avec plein de gros sacs pendant plus d'1 heure. On part du principe que les meurtres ont eu lieu dans la nuit du 3 au 4, mais je vous rappelle que les corps ont été découverts le 21. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé entre ce laps de temps. Le 8 avril, Agnès, elle va toujours pas au travail et elle envoie, soi-disant, maintenant on sait que c'était pas elle, mais son patron en tout cas reçoit un SMS d'elle qui dit qu'elle va être injoignable un moment parce qu'elle est vraiment malade et qu'elle va être hospitalisée. Pourtant, comme je vous l'ai dit, il y a quand même beaucoup de témoignages, et il y a une voisine qui est sûre et certaine d'avoir parlé avec Agnès le 8 avril. Si les meurtres ont eu lieu du 3 au 4 avril, comment Agnès a pu parler avec la voisine le 8 avril? Vraiment, la voisine est sûre et certaine de ce qu'elle avance, c'était Agnès, elle a eu une discussion avec elle et c'est pas possible autrement. Le 9 avril, la voiture de Xavier se fait flasher dans le sens Nantes-Angers. Donc si on part du principe que c'est lui qui a tué toute sa famille, je trouve qu'il prend pas énormément de précautions. Il prend le risque qu'on sache qu'il est vivant, on en reparlera dans les théories. Est-ce qu'il fait pas exprès de laisser ce genre de traces? Et là c'est là que commence toute l'énigme de cette affaire. Le 11 avril, il y a l'école des enfants qui reçoit une lettre des parents qui explique que Xavier est muté en Australie, que la famille va devoir déménager, que les enfants ne reviendront pas à l'école, qu'ils partent. Le travail d'Agnès, pareil, reçoit une lettre qui explique que Agnès souhaite démissionner. Donc là son patron se dit, bah alors attends, elle est malade, ensuite elle est très malade et hospitalisée, et maintenant elle déménage. Et la famille d'Agnès et de Xavier reçoit une lettre extrêmement bizarre. Je vais vous lire quelques extraits de la lettre, mais c'est vrai qu'elle est assez longue. Coucou tout le monde, méga surprise, nous sommes partis en urgence aux USA dans des conditions très particulières que nous vous expliquons ci-dessous. Vous recevez ce courrier par la voie postale classique car nous n'avons plus la possibilité de communiquer autrement. Ni mail, ni SMS, ni téléphone. Et ce pendant quelques années pour des raisons de sécurité. Au moment où vous lisez cette lettre, nous ne sommes plus en France et nous ne pourrons y revenir pendant un temps encore indéterminé, entre parenthèses quelques années. Vous devez vous demander ce que tout
cela signifie. Voici l'histoire, du moins ce que nous sommes autorisés à vous en dire. Ce courrier est le seul autorisé, avec ses ajouts pour certains, et il est écrit sous contrôle. Lorsque nous avons créé notre société à Miami en 2003, nous avons été mis en contact par la personne qui nous a aidé à la créer avec la DEA, sorte de brigade des stupes américaine, avec des antennes dans plusieurs pays, qui cherchait un Français pouvant être infiltré dans le milieu des discothèques françaises pour collecter des informations sur les réseaux de trafic de drogue et de blanchiment d'argent sans attirer l'attention. Après avoir été testé et briefé, j'ai donc accepté de travailler incognito pour la DEA avec obligation de garder le secret, même et surtout vis-à-vis des enfants. C'est en réalité pour cela que nous sommes revenus vivre en France au lieu de nous installer à Miami et non pour de vagues raisons de vaccins soi-disant dangereux pour les enfants. Que ceux qui n'ont jamais gobé cette excuse bidon se rassurent, ils avaient raison, lol. Dans sa longue lettre, du coup, il explique que maintenant il travaille un petit peu pour le gouvernement des États-Unis et que la situation est devenue potentiellement dangereuse pour eux en France, qui vont être transférés par le gouvernement américain puisque la DEA les a placés sous protection judiciaire en fait, et que c'est un peu comme des témoins clés qui vont avoir une nouvelle identité et vivre une nouvelle vie. Et il dit départ précipité et soudain, en grand secret, sans avoir pu tout régler, plus de contact avec vous tous pendant un certain temps, le plus dur, certaines tensions avec les enfants qui ne peuvent avertir leurs amis, qui ont interdiction de Facebook et autres réseaux internet, mais bon, ça passe plutôt bien dans l'ensemble, ils comprennent. Obligation de donner les chiens, heureusement une personne a pris les deux, ils ne seront donc pas séparés. Plus loin dans la lettre, Xavier donne plein d'indications par rapport à la maison, etc. Et au bout d'un moment, il dit la C5 était invendable, elle a été refilée pour pièces au père d'un ami d'Arthur. PS, inutile de s'occuper des gravats et autres bazars entassés sous la terrasse, c'était là quand nous sommes arrivés. La version officielle est que nous avons été mutés en Australie pour des raisons professionnelles, sans plus de précision, ça serait bien de faire circuler cette fausse info sur les réseaux Facebook et autres. Évidemment, nous vous embrassons tous très fort et nous penserons bien à vous pendant cette séparation forcée, en espérant qu'elle ne s'éternise pas trop d'années. Prenez soin de vous tous, nous aurons tellement de choses à vous raconter plus tard. Xavier, Agnès, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Entre parenthèses, le plus dur va être de nous habituer à nos nouveaux noms. Donc toute la famille reçoit ça le 11 avril, ça fait déjà quelques jours qu'on n'a plus vraiment de nouvelles de la famille. Du côté de la famille de Xavier, tout le monde y croit parce que, encore une fois, comme il avait des soucis d'argent et qu'en plus de ça, personne ne comprenait vraiment ce qu'il faisait, là les gens ça leur fait tilt et ils se disent purée, mais c'est ça en fait qu'il faisait depuis des années, il travaillait pour le gouvernement américain, c'était un infiltré, c'est pour ça qu'il nous disait les choses sans vraiment nous les dire, on comprend et c'est incroyable cette histoire. À l'heure actuelle, il y a toujours des membres de la famille de Xavier Dupont de Ligonnès qui pensent que cette histoire est vraie, que ce qui est écrit dans la lettre c'est vrai. Par contre du côté de la famille d'Agnès, personne n'y croit, pour eux c'est clairement impossible, Agnès ne serait jamais partie comme ça, même s'il y a des histoires de protection de témoins etc, elle serait jamais partie sans dire au revoir. Donc voilà ce qui s'est passé entre le moment où on n'a plus vraiment de nouvelles de la famille et le moment où on découvre les corps. Comme je vous l'ai dit, il a quand même fallu 5 visites de la police pour qu'ils se rendent compte le 21, alors qu'ils sont venus le 13, le 15, le 18, le 20. Ils ont trouvé les corps que le 21 grâce à une policière qui trouvait que ouais, il y avait beaucoup de gravats sous la terrasse, enfin c'était aménagé bizarrement et elle a trouvé un peu de ciment frais, elle s'est dit ça vient d'être fait, elle a gratté un peu et elle a commencé à faire l'horrible découverte. Mais il y a quand même eu 4 visites avant et au moment de ces visites là ils avaient connaissance de cette lettre qui a été reçue le 11 par tout le monde. Et dans cette lettre, le PS qui dit ne touchez pas aux gravats sous la terrasse, c'était déjà là quand on est arrivé donc franchement n'y touchez pas. Alors peut-être que c'est parce que je connais l'histoire mais je trouve que ça met tellement la puce à l'oreille et c'est tellement évident qu'il y avait quelque chose à aller regarder là-bas. En fait dans la tête des policiers, s'il y avait dû se passer un drame, parce que pour eux c'était une disparition, il n'y avait pas de drame, si vraiment par malheur il avait dû se passer un drame de type meurtre etc ou même accident, si les corps avaient dû être enterrés ça aurait été dans le jardin. Et comme dans le jardin il n'y avait pas de traces de terre fraîche, de trous etc, ils se sont dit bah non alors c'est qu'ils sont partis vivants. Faut savoir qu'à l'époque ça a quand même fait scandale parce que ouais les corps ont eu le temps de se dégrader entre temps, il y avait la chaux vive quand même. Pour les gens c'est pas normal qu'il ait fallu 5 visites pour trouver 5 corps. Comme je vous l'ai dit ils ont été enterrés sous la terrasse et la terrasse en fait elle fait 1m20 de hauteur. Il y a quelques théories qui disent que c'est impossible que ce soit Xavier pour la simple et bonne raison que Xavier avait des problèmes de dos. Pour creuser 5 tombes, même 7 puisqu'il y a les 2 chiens aussi, 7 tombes comme ça sous la terrasse sous 1m20, le dos tout tordu alors qu'il avait des problèmes, qu'il était grand, pour beaucoup ça n'est pas possible ou alors il n'était pas tout seul. En tout cas comme je vous l'ai dit la maison était nickel, très très propre, il n'y a pas une trace d'ADN, il n'y a pas une empreinte sur les cadavres, il n'y a rien, il n'y a pas d'indice et vraiment pour les experts c'est assez incroyable parce que déjà pour un seul cadavre normalement il y a quand même beaucoup de preuves qui sont laissées par les meurtriers et tout, là il y en a 5 et il n'y a pas un seul indice. Le meurtrier a été assez calme, il a rien fait dans la précipitation puisque tout est propre, tout est bien fait, les corps emballés etc. Donc si vous connaissez un petit peu ce genre d'affaires, vous savez que ça implique forcément la préméditation, c'est quelque chose qui a été préparé, qui a été réfléchi et c'est pas un coup de colère ou un coup de folie. Xavier pendant ce temps-là, il a laissé un petit peu des traces, donc comme je vous l'ai dit, il a été flashé, puis ensuite dans la nuit du 11 au 12 avril, il était à Toulouse
je crois, dans un hôtel. Et il y a le témoignage d'une femme qui travaillait à l'hôtel qui disait que il était détendu. Il avait pas l'air d'avoir de soucis, il avait même l'air heureux, très content d'être là, avec son petit verre de vin, etc. Et elle dit même qu'elle avait l'impression qu'il lui faisait un peu de rentre-dedans. Le 15 avril 2011, c'est la dernière fois qu'on a des nouvelles de Xavier Dupont de Ligonnès, puisqu'il abandonne sa voiture sur le parking de l'hôtel Formule 1 de Roquebrune sur Argent dans le Var, j'espère que je prononce bien le nom de cette ville. Il avait retiré de l'argent, donc c'est les dernières images qu'on a de lui en train de retirer de l'argent au distributeur. Il part à pied. Depuis, on n'a plus aucune nouvelle. En tout cas, ces images prouvent bien que de toute façon, après les meurtres, lui était bel et bien vivant. Le 22 avril, on a les rapports d'autopsie. Ça c'est pareil, c'est un peu fait polémique parce que c'est pas hyper précis. Déjà, on dit que la mort est survenue 10 à 21 jours avant la découverte des cadavres. 10 à 21 jours, c'est quand même une fourchette qui est énorme. Du coup, s'il n'y avait pas l'appareil qui enregistrait la respiration d'Agnès, je pense qu'on saurait même pas que ça s'est passé dans la nuit du 3 au 4. Les corps n'ont pas de plaie de défense, donc je pense qu'ils ne se sont pas forcément vus mourir. C'est horrible à dire, mais ça s'est passé assez calmement apparemment, et pour cause, on s'est rendu compte pendant les analyses qu'ils avaient été drogués. En fait, ils avaient des grandes doses de somnifères dans le corps. Ils ont tous reçu 2 balles dans la tête, et Thomas et Benoît, eux, ont reçu 2 balles en plus dans la poitrine. Est-ce que ça veut dire qu'ils étaient pas très bien endormis, que les somnifères ça a pas forcément fonctionné sur eux et qu'ils étaient peut-être dans le gaz mais pas complètement endormis, qui se sont relevés. Donc les tirs ont été faits à la carabine. Je vous rappelle que quelques semaines avant tout ça, Xavier a acheté un silencieux pour sa carabine. Ce qui est bizarre aussi avec ces corps, c'est que les familles n'ont jamais pu identifier les corps. Et les corps ont été incinérés. La police a un peu dit aux familles, franchement non, on vous déconseille vivement, on veut pas en fait que vous voyez les corps, même les photos des corps, des rapports d'autopsie, etc. parce que c'est trop choquant, les corps sont trop détériorés, vous pouvez pas voir ça. Mais honnêtement, c'est le seul petit truc dans cette histoire qui me fait dire il y a peut-être un truc qui cloche, parce que en fait il y a un problème de taille sur les rapports d'autopsie. Les tailles des cadavres et les couleurs de cheveux ne correspondent pas aux tailles des enfants et d'Agnès quand ils étaient vivants. Pour certains d'entre eux, des fois il y a 7 cm de différence. Au départ je me suis dit c'est peut-être la chaux vive qui fait que vraiment ça détruit petit à petit le corps, mais encore une fois ils étaient pas au contact même de la chaux vive, et je pense pas non plus que ça fasse rétrécir un corps de 7 cm en quelques jours. Apparemment les corps étaient tellement détériorés qu'ils ont pas non plus pu prendre les empreintes, donc en fait la seule chose qui nous fait dire que c'est eux, c'est les tests ADN, c'est tout, il n'y a pas d'empreintes, les familles ne les ont pas identifiées. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment très bizarre. Pour la sœur de Xavier, ça c'est la preuve irréfutable que vraiment c'est pas possible, c'est pas eux. Pour elle les cadavres, c'est pas la famille de son frère. Après ça, il y a un mandat d'arrêt international qui est lancé contre Xavier Dupont de Ligonnès. Sachez à l'heure actuelle qu'il est toujours recherché dans le monde entier. Le 29 avril 2011, il y a une battue qui est organisée pour le retrouver aux alentours, etc. mais on retrouve rien du tout. Le 9 avril 2013, il y a une mission de repérage qui est organisée pour retrouver son corps, et donc il y a les anciennes mines de plomb du Pic Martin qui sont fouillées, etc. et pareil, aucun corps n'est retrouvé. En juin 2013, il y a un corps qui est retrouvé à 20 km du lieu où Xavier avait laissé sa voiture et où il avait été vu pour la dernière fois. Donc les enquêteurs se sont dit il y a moyen que ce soit lui, est-ce qu'il s'est suicidé juste après tout ça? Et après autopsie, ça a été confirmé que ce n'était pas lui. Toujours proche du lieu où il a été vu pour la dernière fois, en avril 2015, on a retrouvé des ossements avec des magazines, un briquet, des lunettes, un portefeuille, un sac de couchage, comme si quelqu'un vivait là ou se cachait là, mais pareil, après analyse, c'était pas lui. En janvier 2015, il y a un journaliste qui reçoit une photo de Thomas et Benoît, donc qui sont les fils de Xavier et Agnès, et derrière il était inscrit « Je suis toujours vivant, de là jusqu'à 7h » et c'était signé Xavier Dupont de Ligonnès. On n'a jamais su d'où ça avait été envoyé, on n'a jamais su qui l'a envoyé. Moi je pense que c'est une mauvaise blague, parce que si vraiment il est en cavale, je pense qu'il a pas que ça à faire de s'amuser à envoyer des photos à des journalistes pour dire coucou, je suis toujours là. En janvier 2018, donc assez récemment si on veut, il y a une intervention de la police qui est faite dans un monastère, puisque je vous rappelle que c'était une famille très religieuse et ça a toute son importance, vous le verrez à la fin de la vidéo. En tout cas il y a plein de témoins qui disent l'avoir vu dans ce monastère. Et après une opération un peu secrète, même si ça a fuité dans les médias, on voit qu'il n'y est pas. Mais il faut savoir aussi que dans les monastères, etc., il y a des gens qui font vœu de silence. Il y a des gens qui sont reliés un petit peu par leur foi. Et je pense honnêtement qu'il y a possibilité qu'il y était, c'est mon avis personnel, mais que maintenant, même quand il y a des opérations policières de cette envergure, etc., des choses qui sont censées rester un petit peu secrètes, tout fuite dans les médias, c'est sur BFM à la seconde, je pense qu'il a peut-être été prévenu que ça allait arriver et qu'il a eu le temps de se cacher. En tout cas, s'il avait des amis là-bas, ou qu'il était en lien avec des gens, par exemple, qui ont fait le vœu de silence, c'est sûr que c'est pas des gens qui ont fait le vœu de silence qui allaient le balancer. Le 11 octobre 2019, les médias annoncent qu'il a enfin été arrêté à l'aéroport de Glasgow. Pour commencer, évidemment, l'information de cette soirée
et l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné d'avoir tué toute sa famille en 2011 à Nantes. Il était donc en cavale depuis 8 ans, période pendant laquelle on n'a eu aucune trace, aucune information sur son parcours. Il est finalement retrouvé ce soir en Écosse. Il a voyagé sous une fausse identité. Avait-il une double vie? Avait-il refait sa vie là-bas? C'est une hypothèse qui va être travaillée. Là, franchement, je peux vous dire que, étant fan de cette histoire, je suis restée debout toute la nuit, devant les chaînes d'information, sur internet, sur Twitter, à rafraîchir toutes les secondes pour savoir si oui ou non c'était lui. Apparemment, il a été attrapé après une dénonciation anonyme. Les empreintes correspondent, c'est lui, c'est sûr, toute la nuit, c'est lui, on ne parle que de ça. Les médias commencent à dire, ouh là, c'est pas qu'on n'est pas sûr, parce que nous on est toujours sûr de ce qu'on dit, mais on va peut-être commencer à parler au conditionnel, attendons d'être sûr à vraiment 1000%. Et puis le lendemain, finalement, ils annoncent que non, ce n'était pas Xavier Dupont de Ligonnès. Comment vous dire que j'étais très déçue, parce que ça nous laisse encore plein de questions sans réponse, malheureusement. Par rapport à Xavier Dupont de Ligonnès, il y a vraiment deux teams, si je puis dire. Il y a les gens qui sont persuadés qu'il est mort, et il y a les gens qui sont persuadés qu'il est toujours vivant. Pour la thèse de la mort, eh bien, il y a beaucoup de psychologues, etc., qui disent que dans ce genre de schéma, dans ce genre de meurtre, souvent l'auteur, quand c'est le père de famille qui tue toute sa famille, il a tendance à se suicider juste après. Mais ce qui est bizarre un petit peu aussi pour eux, c'est qu'il l'ait pas fait dans la maison, qu'il se soit pas suicidé tout de suite après. Il a tout fait pour retarder de toute façon la découverte des corps, il voulait se laisser quand même du temps. Mais il y a quand même des gens qui sont intimement convaincus qu'il s'est suicidé. Je ne fais pas partie de cette team-là, je pense que vous l'avez compris au long de la vidéo. Les autres pensent que, évidemment, il est toujours vivant, dont sa sœur qui dit « Mais vous êtes pas malin, franchement, s'il avait voulu se cacher de ses achats de chaux vives, de silencieux, de cartouches, de sacs poubelles, etc., il aurait pas fait ses paiements par carte, il sait très bien que ça laisse des traces, il aurait tout payé en liquide, là il l'a fait par carte, je pense qu'il avait vraiment rien à cacher, donc c'est pas lui, il n'a pas tué sa famille, et donc par conséquent, il est vivant. » Elle, dans sa théorie, elle mentionne aussi un mail que son frère aurait adressé à deux de ses amis en juillet 2010, donc c'est bien avant le drame, où il évoque un petit peu des accidents qui pourraient arriver, c'est très bizarre, et il conclut son courrier par « Je souhaite enfin que, même après enquête de police, on ne puisse jamais laisser croire à mes parents, frères et sœurs, que ces accidents ont été volontairement provoqués par moi, même si les preuves sont formelles. » D'ailleurs, en parlant de courrier, j'ai oublié de vous le dire, mais un an auparavant, il avait aussi envoyé un autre courrier où il expliquait un petit peu qu'il avait des soucis financiers à ses amis, et dedans il disait « Il va plus me rester que deux solutions, soit me foutre en l'air, ou alors mettre le feu à la maison quand tout le monde dort. » Donc en fait, dans un courrier, il dit que s'il arrive un accident, s'il se passe quelque chose de bizarre, c'est pas lui, et dans un autre courrier, il écrit noir sur blanc que soit il va se foutre en l'air, soit il va tuer tout le monde. Bref, en tout cas, si on part du principe qu'il est toujours vivant, la police a essayé de voir un petit peu dans son entourage chez qui il avait pu se réfugier, et ils ont appris qu'il avait failli se marier avec une femme allemande dans les années 80, et qu'ils ont toujours gardé contact, qu'ils échangeaient de temps en temps, donc ils ont suivi cette piste-là, mais apparemment son témoignage n'a rien apporté au dossier. Concernant cette histoire de DEA et de protection des témoins, etc., la DEA aux États-Unis ne se charge pas de la protection des témoins, donc quand il dit la DEA nous a mis sous protection machin et tout, ça n'est pas possible. De toute façon, là-bas ils ne rigolent pas, ils laisseraient jamais un témoin qu'ils doivent protéger écrire une telle lettre en expliquant tout noir sur blanc, en prenant le risque que tout le monde l'apprenne, ça serait ruiner leur travail. Ça c'est pas possible. Par contre, le fait que Xavier est peut-être trempé dans des histoires bizarres, eh bien je me dis que c'est possible, parce que je vous rappelle qu'on savait pas vraiment ce qu'il faisait, que des fois il disparaissait pendant 3 semaines sans qu'on sache vraiment où il était, peut-être qu'en fait toute la famille est partie, bon là je pars très loin aussi moi, mais peut-être que toute la famille est partie parce que effectivement au bout d'un moment ils se sont retrouvés en danger, mais pour moi il n'y a pas de protection des témoins. Mais dans ce cas-là, encore plus inquiétant, qui seraient les 5 personnes qui étaient enterrées sous la terrasse. Cette année on a eu un petit peu des nouvelles de cette affaire, surtout après le remue-ménage de Glasgow, alors que c'était pas du tout lui. Je vous l'ai dit, c'est une famille qui est très religieuse. Et du côté de Xavier, bon, je suis personne pour juger si c'est assez ou trop, mais c'était vraiment extrême tout de même. La maman de Xavier Dupont de Ligonnès, dans les années 70, elle a fondé une espèce de groupe qui s'appelle Le Jardin. Il faut savoir que la mère de Xavier, elle est très pieuse. Xavier devait aller à la messe tous les matins. La sœur de Xavier, au bout d'un moment, elle pensait être enceinte de Dieu. La mère de Xavier donc dit un peu à ses enfants que c'est les élus, qui sont un peu divinement supérieurs à la moyenne. En fait, Xavier, à 35 ans, il réalise que tout ce cocon religieux dans lequel il a été élevé et éduqué, tout n'est pas vrai en fait, et que non, il n'est pas divinement supérieur aux autres. Et c'est assez troublant pour un adulte de se rendre compte qu'en fait, tout ce qu'on nous a raconté quand on était enfant et adolescent, c'est pas forcément la réalité. En tout cas, le groupe
groupe fondé par la mère de Xavier, a récemment été au cœur d'une enquête. Chacun pense ce qu'il veut, mais moi je vais me permettre d'utiliser le terme secte. Après, secte c'est pas forcément négatif, hein. Pour moi ça a ce côté sectaire, et donc ce groupe est soupçonné de dérive sectaire parce que chaque membre a un nom de fleur, etc. Enfin c'est vraiment assez bizarre pour le coup. Les enquêteurs soupçonnent la mère de Xavier du Pont de Ligonnès d'avoir une emprise psychologique assez impressionnante sur les membres de ce groupe. Et je pense que si elle a une emprise psychologique sur des gens qui ne font pas partie de sa famille, qu'est-ce que ça a dû être sur ses propres enfants? Si on part du principe que c'est lui qui a fait ces meurtres, parce qu'il y a quand même la présomption d'innocence, mais si c'est lui qui a tué toute sa famille, est-ce qu'il a fait ça parce qu'il avait trop de problèmes d'argent et que comme il a été élevé dans ce truc de je suis supérieur, je préfère tuer ma famille plutôt qu'il voit que j'ai pas réussi à ramener de l'argent à la maison? Est-ce que tout simplement il a juste pété un câble et il a dit franchement j'en peux plus de cette vie de famille, j'en peux plus de mes problèmes d'argent et je veux juste m'en aller et recommencer ma vie ailleurs? Moi je pense pas que ce soit ça le coup de je pète un câble, etc. parce qu'encore une fois c'était prémédité clairement. Est-ce qu'il a fait ça parce que c'était une espèce de sacrifice humain pour je ne sais quelle cérémonie de la secte de sa maman? J'en sais rien. Plus je parle et plus je me rends compte qu'il y a 1000 théories qui sont possibles. Pour ce qui est de ce que j'ai vu sur les forums de voyance, etc., il y en a quand même beaucoup qui disent qu'ils ont vu que Xavier du Pont de Ligonnès était bien vivant, toujours vivant et caché, qu'il ressentait beaucoup de crainte, qu'il avait extrêmement peur, qu'il est possiblement pas seul. On parle d'une énorme manipulation mentale, comme s'il n'était pas vraiment maître de ce qu'il faisait et que ouais, il était manipulé par quelqu'un, qu'il était un peu les bras du cerveau de quelqu'un d'autre. Ouais, que c'était comme si on l'y avait forcé, obligé par une certaine emprise psychologique. Donc quand j'ai lu ça, forcément ça m'a fait penser à sa maman. Je suis remontée quand même très loin dans des forums, il y a des témoignages de médiums, etc. qui datent de l'année en fait du drame, et à cette époque on ne savait pas pour sa maman, on ne savait pas pour la secte religieuse. Quand je fais un petit peu les liens, je me dis c'est incroyable, il y a peut-être une piste à creuser. Après vous y croyez pas, je peux le comprendre. Et dernièrement ce que j'ai vu aussi sur quelques forums, c'est que y a un lien avec l'Italie. Il y a beaucoup de gens qui parlent de l'Italie, il serait passé par l'Italie, il serait pas resté là-bas, mais en tout cas il y est passé juste après. Voilà, donc je sais pas si ça vous parlera, je sais pas s'il y en a qui ont des dons parmi mes abonnés, mais si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous ressentez. Malheureusement du coup on n'a aucune nouvelle de Xavier du Pont de Ligonnès depuis, on ne sait pas où il est, on n'a pas vraiment de piste, on sait toujours pas en fait ce qui s'est passé exactement, pourquoi, en fait moi c'est surtout le pourquoi, à la limite, bon, qu'il se soit suicidé ou qu'il soit vivant, qu'il soit caché, bon c'est sûr que ça serait bien qu'il soit puni et qu'il aille en prison, si c'est lui qui a fait ça, mais je voudrais surtout comprendre pourquoi il a fait ça. Pour ce qui est de la théorie du suicide, en tout cas moi j'y crois pas du tout, parce que je pars du principe que tu ne mets pas des mois à mettre en place une telle tragédie. S'il avait dû se suicider, pourquoi il aurait caché les corps? Pourquoi il aurait tout fait pour retarder en fait la découverte des corps? Dans ce cas-là il se suicidait dans la maison et puis c'est tout. Il aurait pas eu besoin de cacher les corps pour pas que les gens le voient, envoyer des fausses lettres, etc. etc. Tu fais pas tout ça pour ensuite te tuer. Mon avis change à peu près tous les 2 mois, hein. Dès qu'il y a une nouvelle piste, une nouvelle théorie, c'est vrai que je me penche assez longuement sur le sujet. C'est assez fascinant parce que ben ouais, il y a pas d'indice, il y a pas de preuves. Et puis faut pas l'oublier, mais il y a eu cet appel anonyme quand même de dénonciation comme quoi il était à Glasgow. Alors certes c'était pas lui, mais est-ce que la police là-bas s'est pas ruée sur un homme et a laissé filer le vrai Xavier du Pont de Ligonnès? Il y a quand même eu une dénonciation anonyme par téléphone. Vous allez me prendre pour une folle, mais des fois quand je suis à l'aéroport et tout, je me dis mais ça se trouve il est passé par là, ça se trouve il est là. Vu le nombre de personnes qu'on est ici, en tout cas sur cette chaîne YouTube, il est certain qu'au moins un de mes abonnés ou une de mes abonnées l'a un jour croisé, s'il est toujours vivant. J'aimerais bien savoir statistiquement quelles sont nos chances de croiser Xavier du Pont de Ligonnès. Bon bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, que ça vous a interpellé, que vous êtes en plein mystère là à cause de ça, en plein casse-tête, bref, si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes comme d'habitude. Si vous voulez pas rater mes prochaines histoires d'horreur, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner, c'est gratuit, ça prend 3 secondes et ça me fait vraiment très plaisir. D'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux et j'en profite pour vous remercier de m'accompagner au quotidien. Et puis comme d'habitude, vous savez que dans ces vidéos, ma partie préférée c'est lire vos commentaires. À chaque fois vous êtes plein de théories incroyables. D'ailleurs par rapport à la dernière vidéo, il y en a plein qui ont retrouvé des plaques d'immatriculation, des coordonnées géographiques, etc. Enfin vraiment, vous avez trop de bon sens et j'aime trop en parler avec vous, que ce soit sur Twitter ou dans les commentaires. Donc surtout j'attends toutes vos théories, tout ce que vous pensez sur cette affaire dans les commentaires. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous. Ciao!